Quels sont les principaux titres? Bonjour Catherine. Bonjour Oriana, bonjour à tous. Beaucoup d'émotions depuis ce matin à Awala Yalimapo. Un jeune a mis fin à ses jours. Il vivait dans la commune depuis 6 ans. Les habitants sont sous le choc. Plusieurs maisons d'un quartier informel du Mont Baduel détruites ce matin. Seules les 8 familles en possession de papier devraient être relogées. Un projet culturel est prévu sur le terrain appartenant à la mairie. Et puis à quelques semaines des grandes vacances, la préfecture met en place un dispositif pour accélérer la délivrance des passeports. Il faut parfois compter jusqu'à 6 mois d'attente pour avoir ce titre d'identité. Comme annoncé, on commence avec ce drame survenu à Awala Yalimapo, Catherine. Oui, Oriana, il venait d'Antekumpata et vivait dans la commune depuis 6 ans. Un jeune homme a été retrouvé pendu à un arbre ce matin. C'est le choc pour les habitants d'Awala. Terence Moy, bonjour. Vous êtes dans la commune depuis ce matin. Beaucoup de tristesse parmi la population. Oui, bonjour Catherine. Donc on parle bien de Thomas Mekwanali, 16 ans. Un Amérindien Wayana qui s'est donné la mort par pendaison dans la nuit de mercredi à jeudi, donc cette nuit, au village d'Awala. Les voisins ont donné l'alerte à l'oncle du jeune garçon vers 6 heures du matin qui a aussitôt accouru et appelé les pompiers qui n'ont rien pu faire. C'est l'incompréhension qui règne aujourd'hui au sein de la famille car cet adolescent n'a donné aucun signe de mal-être. Jeune sapeur-pompier depuis moins de 2 ans, il aimait le sport, ne fumait pas, ne buvait pas. Selon ses proches, seule une toute petite alerte venant du côté de la grand-mère indique qu'il souhaitait arrêter ce début de carrière avec les pompiers pour se consacrer aux études et obtenir son bac. Cette famille endeuillée vient du village Antekumpata où Thomas a grandi jusqu'à ses 10 ans avec ses 4 frères et sœurs pour ensuite venir à Awala Yalimapo. Il était scolarisé au lycée de Mana et avait des amis proches qui le soutenaient dans ses différents projets, selon la famille. Thomas était un garçon réservé qui ne se livrait pas facilement. Aujourd'hui, ce sont les pleurs de la mère qui remplissent l'espace de cette petite maison dans le village d'Awala. Merci Terence Moy. On poursuit avec la destruction de 34 habitations dans le calme ce matin dans la zone informelle du Mont Baduel. Sur place, un important dispositif avait été déployé. Gendarmes, policiers municipaux, sapeurs-pompiers ou encore les services de l'OFI. 50 adultes et 58 enfants étaient concernés, mais tous avaient déjà quitté les lieux. Seules 8 familles y sont éligibles au relogement parce qu'elles ont des papiers. On écoute le sous-préfet Cédric Debon, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles. Il est au micro d'Isabelle Lerouge et Martial Grit. Il y avait une insalubrité liée à des évacuations d'eau qui posaient problème. D'ailleurs, l'ARS a publié un rapport faisant part des risques de maladies. Il y a des problèmes d'électricité sauvage, branchements sauvages qui sont extrêmement dangereux. Et il y a eu, même si ça n'a pas été médiatisé, un certain nombre d'incidents, dont il y a quelques mois, un enfant qui a été hospitalisé du fait des conditions dans lesquelles il vivait. Toutes les personnes qui étaient ou de nationalité française ou qui étaient en situation régulière se sont vues proposer un relogement. Cela a concerné 8 familles étaient concernées, 4 ont accepté, les autres ont refusé. Les autres personnes étaient en situation irrégulière sur le territoire national. Et notez que la mairie de Cayenne, propriétaire du terrain, envisage la construction du centre culturel Caco, un projet d'1 600 000 € retardé depuis 2 ans à cause de l'occupation illicite. C'est une information qui pourrait rassurer de nombreuses familles guyanaises. À quelques semaines des grandes vacances, la préfecture a mis en place un plan d'urgence pour faire face à l'augmentation des demandes de titres d'identité et améliorer ainsi les délais de délivrance des passeports et des cartes d'identité. Brigitte Wapp, bonjour. Bonjour. Alors en quoi consiste ce dispositif ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de demandes de pièces d'identité a été multiplié par 2 entre 2022 et 2023, avec une moyenne actuellement de 4000 demandes par mois. Pour faire face, un plan d'urgence a été mis en place par la préfecture avec un objectif clair, celui de réduire les délais d'attente. Écoutons Henri Panel, adjoint au centre d'expertise de renouvellement de titres à la préfecture de Cayenne. L'usager qui devra s'assurer de la complétude de son dossier, de détenir des originaux,
Ça requiert l'attention de l'agent d'état civil qui est en charge de recueillir la demande. Et bien sûr, ça requiert également notre attention dans le délai de traitement, d'instruction des dossiers. Alors actuellement, puisque vous m'aviez posé la question, actuellement il faut en moyenne 90 jours pour que, à partir du moment où l'usager dépose son titre et le réceptionne. Nous souhaitons ardemment réduire ce délai à moins de 70 jours. Concrètement, il s'agit pour la préfecture de fournir aux communes demandeuses de l'aide et du soutien, notamment à travers la formation des agents. 4 mairies sont engagées dans le contrat d'urgence titre. Elles peuvent bénéficier d'un dispositif de recueil supplémentaire, c'est-à-dire c'est l'appareil qui sert à enregistrer les demandes. Parmi les 4 communes, nous avons Macouria qui a proposé d'accueillir le public le samedi matin, celle de Rémire-Montjoly qui a mis en place des journées avec rendez-vous qu'il est possible de prendre sur Internet, et enfin la commune de Mana qui va prochainement être équipée d'un de ces appareils, dispositif de recueil, et qui va donc pouvoir recevoir plus de public. Alors quelques conseils, celui d'anticiper, bien sûr, sa demande plusieurs mois à l'avance, notamment pour les étudiants qui vont bientôt partir pour la prochaine rentrée dans l'Hexagone, mais il est également possible, sachez-le, depuis 2018, de faire sa demande de titre d'identité dans n'importe quelle commune du territoire. Merci Brigitte Wap. 13h08 sur la première. On s'intéresse maintenant, Catherine, au dispositif Morpho. Oui, Oriana, c'est un dispositif qui est en fait un exercice médical d'une ampleur exceptionnelle et inédit en France, concerné les SAMU de Guyane et des Antilles et plusieurs partenaires médicaux, institutionnels et de la société civile. Sous l'égide du SAMU de Paris, l'exercice consiste à faire face à une attaque informatique sans précédent avec des répercussions humaines et logistiques. Cela commence aujourd'hui. Patrick Clark, bonjour. Bonjour Catherine. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet exercice ? Alors Catherine, c'est une cyberattaque sans précédent qui a eu lieu hier vers 11h. Une panne informatique majeure qui a impacté l'offre de soins hospitaliers du territoire, et devant l'ampleur du phénomène, la directrice de l'ARS Guyane a décidé d'anticiper des transferts de patients vers la France ou les Antilles à travers la mise en place d'un pont aérien. Par ailleurs, donc, cette attaque a provoqué un accident industriel sur le site du CSG à Kourou. L'exercice Morpho est en fait une simulation inédite en temps réel. Les précisions du professeur Lionel Lameau du SAMU de Paris et coordinateur de l'opération. Ce qu'on souhaite, c'est apprendre à réagir et de voir sur un territoire lointain et assez isolé sur le plan médical, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour venir en appui. On a fait déjà des choses pendant le Covid. On a fait des évacuations sanitaires, vous savez, de la plaque antillaise, de la Réunion, même de Tahiti. Et comment pourrait-on faire pour la Guyane pour intervenir s'il y avait quelque chose d'ampleur, pour prendre en charge des soins sur place et donc projeter des équipes médicales avec leur matériel et permettre de garder la qualité des soins et de transférer les patients qui en auraient besoin, soit vers les Antilles, soit vers la métropole. Vous l'avez dit en préambule, Catherine, de nombreux acteurs sont mobilisés pour cet exercice. Les SAMU de Paris, de la Guyane et des Antilles, les agents de l'ARS Guyane, des étudiants en médecine de catastrophe venus de France, la sécurité civile, la Croix-Blanche, des militaires ou encore l'ensemble des services de l'État et territoriaux. Tout le monde doit apprendre donc à travailler ensemble, mais il s'agit aussi de réfléchir à de nouvelles doctrines et stratégies au plan national, nous dit le professeur Lameau. Vous savez qu'on travaille beaucoup, par exemple, pour les Jeux Olympiques. Et on sait très bien que ce type d'exercice-là vont changer notre réflexion pour les Jeux Olympiques. Vont changer aussi notre réflexion pour les territoires ultramarins nationaux de manière générale. C'est-à-dire que ce qu'on va déployer aujourd'hui, j'espère qu'on pourra le redéployer si ça fait n'importe quelle catastrophe, que ce soit en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, n'importe où sur nos territoires ultramarins, très rapidement, et que nous pourrions sauver un maximum de vies. L'exercice Morpho est entré dans sa phase opérationnelle aujourd'hui car la cyberattaque a été confirmée et une cellule de crise a été activée au centre hospitalier de Cayenne. La simulation va se poursuivre jusqu'au 31 mai prochain. Merci Patrick Clark. Nous en parlions cette semaine. Une cinquantaine de décideurs issus du monde militaire, de la fonction publique et du privé participent pendant 3 semaines à la 232e session de formation de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale. Travaux
de réflexion, conférences, débats nourriront leurs réflexions justement, mais au programme également des visites de terrain. Ils ont par exemple assisté hier à une présentation de la mission Harpie avec une démonstration de lutte contre l'orpaillage illégal. Ça s'est passé à la base militaire du 9e régiment de Stoupan, une façon de sensibiliser ces décideurs aux enjeux de souveraineté et de sécurité nationale. On écoute Thierry Dapsens, général de brigade aérienne, directeur de la 232e session de l'IHEDN. Il est au micro de Guillaume Perrault et Martial Grit. Notre objectif, c'est de présenter de manière sommaire notre métier, ce que nous sommes capables de faire. L'implication est importante car ça permet de donner à des notables les clés de compréhension de notre action en jungle. Le budget d'État est ce qu'il est, donc il faut partager entre tous les ministères. Mais hélas, la guerre de l'Ukraine a rappelé à tout le monde que les forces armées étaient une nécessité. C'est vraiment important de donner des moyens aux forces armées pour qu'elles puissent assurer la défense de la population, la protection du territoire, où qu'il soit en Outre-mer ou en métropole. On va maintenant parler d'une formation spécialisée, une première dans toute la France, le programme 3PE pour parcours préparatoire au professorat des écoles a fait sa première rentrée en 2021 à Cayenne et à Saint-Laurent. Il permet en 3 ans de préparer le master de professorat des écoles pour pouvoir ensuite enseigner dans les écoles primaires. La deuxième promotion compte beaucoup plus de monde que la première, dont une moitié de Saint-Laurentais. Hier, un bilan était dressé au lycée Berthène-Juminaire de Saint-Laurent. On écoute Héloïse Louis-Jean, élève en 2e année de licence 3PE. Elle est au micro de Terence Moy et Ingrid Saucé-Isma. Je suis dans la 3PE de Saint-Laurent-du-Maroni, donc spécialisée en mathématiques. Et en fait, il s'agit d'un parcours pour les personnes qui ont la vocation, l'objectif de devenir professeur des écoles. Alors, on a la possibilité d'étudier plusieurs matières, en fait, pour avoir vraiment un profil polyvalent, en fait, ce qui correspond bien au métier, et en même temps d'avoir une spécialisation, donc dans notre cas, en mathématiques. Alors moi, ce qui m'a poussé justement à entrer dans cette licence, c'est justement cette polyvalence, mais aussi cette spécialité en mathématiques, parce que c'est une matière que j'aime beaucoup. Et depuis mon enfance, en fait, j'ai la vocation de devenir enseignante. Avant de nous séparer, vous avez pu la suivre sur notre site internet. Une conférence débat à l'attention des professeurs de l'éducation nationale s'est achevée tout à l'heure à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane. Il a été question des fondamentaux du journalisme, du service public, de la lutte contre la désinformation et l'investigation. Une manifestation dans le cadre du Tour de France de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, qui se termine aujourd'hui, une matinée animée par Océlia Cartes avec les interventions de Laurent Marot ou encore Julien Pain, rédacteur en chef sur France Info et présentateur de l'émission Vrai ou Fake. Et notez ce soir une projection grand public à l'Agora du documentaire Retour au pays de Camille Clavel, début de projection à 19h. C'est la fin de ce journal, Catherine. Que faut-il retenir ? Beaucoup d'émotions depuis ce matin à Awala Yalimapo. Un jeune a mis fin à ses jours. Il était originaire d'Antekumpata et vivait dans la commune depuis 6 ans. Un jeune sans histoire. Les habitants sont sous le choc. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information à 18h en radio avec Serge Massot. À 19h30 en télé, vous retrouverez Lélia Chérubin-Jeannette. Bon après-midi sur nos programmes. À demain, 13h.